Oui, bonjour à tous. Donc, on va changer d'échelle, on va changer très fortement, on va changer de sujet aussi. On va parler non plus de la santé des hommes, mais de la santé des bâtiments et des objets. Puisque donc je suis Aline Magnin et je dirige le laboratoire de recherche des monuments historiques dont vous avez un peu entendu parler à travers divers projets ce matin. Parce que nous sommes petits, mais nous sommes très actifs. Et donc, nous avons beaucoup de projets divers et variés. Alors, le laboratoire de recherche des monuments historiques, et je précise juste que j'ai dit ce matin que j'étais encore directrice de ce laboratoire. Effectivement, je suis encore directrice de ce laboratoire jusqu'à la fin de la semaine, puisque à la fin de la semaine, je prends ma retraite. Et donc, je serai remplacée à partir de novembre, tout début novembre, je l'espère, par ma successeure qui dirige à l'heure actuelle le musée des monuments français. Voilà, donc c'est vraiment une présentation tout à fait en fin de carrière de ce que nous faisons au laboratoire. Alors, le laboratoire, il est installé il y a pas très loin d'ici, dans les locaux du château de Champs-sur-Marne. Vous voyez, c'est vraiment tout à côté, dans les communs du château, certains communs du château. Et il est là-bas depuis à peu près 1970. Il est né dans les années 64-65, ça a commencé par une toute petite cellule voulue par l'inspecteur des monuments historiques Jean Tarallon, qui justement à l'époque était le conservateur du château et qui a, au moment où la garde nationale et où ça cessait d'être une résidence pour chefs d'État étrangers, souhaité installer cette petite cellule qu'il avait obtenue de haute lutte, parce que c'est quand même toujours de haute lutte qu'on obtient la création de ce genre d'institution, d'un laboratoire destiné à travailler sur les monuments historiques. Il existe depuis les années 30, avant la guerre, un laboratoire des musées de France, qui est devenu, après fusion, aujourd'hui le Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui était le laboratoire du Louvre. Et qui, depuis donc sa création, sous l'égide de médecins, et c'est un point assez intéressant, c'est que nous avons des liens à la fois symboliques, instrumentaux aussi, avec le monde de la médecine, très fort. Donc, il avait créé ce laboratoire au Louvre pour faire de l'analyse des objets d'art, comprendre leur origine, faire beaucoup de ce qu'on appelle l'archéométrie, mais aussi travailler à la possibilité de restauration et aux méthodes de restauration. Mais c'était quand même beaucoup de l'analyse des œuvres d'art, comprendre par la radiographie les différentes étapes d'une création de peinture, etc. La position de Jean Tarallon, qui s'inspirait aussi de la Charte de Venise de 64, la conservation et la restauration des monuments constituent une discipline qui fait appel à toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer à la sauvegarde du patrimoine monumental, était justement d'essayer d'adapter ces techniques réservées aux tableaux prestigieux du Louvre à la conservation et la restauration d'un bâti qui peut être extrêmement prestigieux, mais qui peut être aussi plus modeste, et à la conservation d'objets qui ne sont pas du tout conservés dans les mêmes conditions que dans les grands musées. Le destin d'un tableau, Witold Novick tout à l'heure évoquait la question des peintures murales, la question d'un tableau, de la conservation d'un tableau, d'une sculpture, d'un objet dans une petite église, même classée monument historique, de nos campagnes ou même de nos villes, n'est pas tout à fait la même que celle d'un tableau, d'une œuvre d'art conservée dans un musée. Bon, parfois, les réserves ne sont pas tout à fait au top, mais quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, son souhait était vraiment d'avoir un outil pour aider les conservateurs, les architectes en chef et les architectes du patrimoine à analyser mieux les conditions de conservation des objets, à mieux comprendre les dégradations dont ils souffraient et du coup, de proposer des remèdes plus adaptés et des médications plus adaptées.
Donc, vous voyez, 67, c'est la mise en place d'une cellule, 70, c'est l'installation à Champs-sur-Marne, et c'est un peu le point de départ du laboratoire. Alors, ce laboratoire, il compte en fait, et par rapport à la PHP, j'ai un peu, comment dire, pas honte, parce que c'est malheureusement la réalité, nous sommes 34. Donc, nous sommes très très loin des cohortes évoquées dans la communication précédente. Mais ces 34, dont 23 à peu près ingénieurs et chercheurs, ont cette particularité qui est à la fois une force et, il faut bien le dire, une contrainte très forte qui pèse sur eux, de faire à la fois ce que nous appelons le service, de répondre donc à un certain nombre de demandes, de patients, qui sont les églises, les châteaux, les tapisseries dans les 10 châteaux, les boiseries, les meubles, etc., de répondre à ces demandes d'intervention et de mener, de conduire, de piloter des projets de recherche à travers lesquels ils sont associés, nous sommes associés à un certain nombre d'institutions, donc d'autres laboratoires du ministère de la Culture, le C2RMF par exemple, avec lequel nous avons des projets en commun. Nous sommes au sein d'une UMR, désormais UAR 3224, qui est sise au Muséum d'Histoire naturelle et avec laquelle nous travaillons aussi, avec la Fondation des sciences du patrimoine. Et au sein de ces structures qui rassemblent des universités, qui rassemblent des laboratoires du ministère, des unités CNRS, etc., se mènent et se montent des programmes de recherche dont vous avez eu un petit aperçu ce matin. Donc, c'est à la fois une force parce que, comme vous l'avez bien sans doute perçu à travers l'exemple, par exemple, des Halles de Villeréal, qui ont été présentées par Sabine Carré dans le cadre de ces projets bâtis bois vert, etc. L'exemple de Notre-Dame, évidemment, où le laboratoire a été très, très investi et continue de l'être dans différents domaines. À travers l'exemple pour le béton de Le Corbusier, des bâtiments de Le Corbusier, c'est du terrain, de ces demandes, de ces besoins que nous percevons à l'échelle des monuments ou des objets contenus dans ces monuments, que vont ensuite se développer, que vont se monter ces projets de recherche qui vont aider à la résolution des problèmes soulevés lors des enquêtes, et des questions de terrain. Le laboratoire a un statut de service à compétence nationale, qui est une sorte de bras armé de l'administration centrale. Donc nous faisons partie vraiment de l'administration centrale, nous ne sommes pas un établissement public. Nous avons comme mission essentielle le contrôle scientifique et technique. Bon, ça c'est une notion un petit peu particulière liée aux différentes lois qui régissent, on a parlé de réglementation tout à l'heure, mais de lois qui régissent vraiment le fonctionnement des chantiers de restauration, les DRAC, et à travers elles, et avec elles, nous aussi, nous exerçons ce qu'on appelle donc le contrôle scientifique et technique qui permet de s'assurer que les restaurations, que les analyses qui précèdent les restaurations vont être faites de manière correcte et satisfaisante et correspondre à des normes, correspondre à ce que nous savons à un moment donné, parce qu'évidemment notre savoir, il évolue, des altérations, des manières de réparer ces altérations, des traitements et des conditions de conservation sur lesquelles nous pouvons donner un avis lors de ces opérations. Nous pratiquons aussi beaucoup ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre. Alors, l'assistance à maîtrise d'œuvre, en fait, ça n'existe pas vraiment, mais nous sommes très sollicités par les architectes en chef des monuments historiques, par les architectes du patrimoine, par les restaurateurs aussi, pour apporter là aussi des études complémentaires, apporter des compétences, apporter des savoirs qui vont les aider à prendre les bonnes décisions, dont ils sont ensuite, évidemment, les seuls responsables, mais pour lesquels nous apportons les connaissances acquises. Et
parallèlement se mènent donc des recherches sur la conservation et la restauration. Et le dernier volet de notre mission, c'est aussi la diffusion des connaissances et des actions de formation. À peu près tous mes collègues interviennent, et moi-même, on intervient dans des masters qui sont selon, évidemment, les compétences que nous avons, soit des masters plus histoire de l'art, moi je suis plutôt une historienne de l'art, à vrai dire, ou des masters scientifiques, l'INP, l'Institut national du patrimoine, qui forme les restaurateurs et qui forme les conservateurs, l'école de Chaillot et d'autres institutions de formation. Nous intervenons, notre cadre d'intervention, c'est sur les monuments historiques d'État. Et depuis 2009, ça s'est beaucoup réduit justement à cela, publics et privés quand même aussi, qui sont classés ou inscrits. Mais nous travaillons aussi beaucoup avec les musées de France et avec donc des institutions qui conservent des collections et qui ont besoin de notre apport. Alors, je vais passer rapidement sur la manière dont on doit nous saisir, parce que ça, c'est pas ce qui vous intéresse le plus ici. Mais vous voyez, nous avons un certain nombre de pôles. Je vais revenir un tout petit peu sur eux. Nous sommes peu nombreux, mais nous avons une très grande diversité d'actions. Et c'est pour ça que je ne présente pas un projet scientifique, un programme scientifique, parce que, en fait, même s'il y a des éléments communs entre les différents axes de travail que nous avons, il y a aussi une très grande diversité, évidemment, des approches et des besoins. Donc, nous avons un pôle béton, dont vous avez entendu parler à propos de Le Corbusier, bois, vous en avez entendu parler ce matin à travers l'intervention de Sabine Carré. Nous travaillons aussi dans le domaine des grottes ornées, du métal, de la microbiologie. On aurait pu présenter aussi des choses sur les ammoniums quaternaires, par exemple, qui est un des points sur lesquels on envisage de travailler. Les peintures murales, la pierre, le textile, le vitrail. Witold Nowik a lancé un appel justement à la question, pour la question des plâtres sur lesquels se trouvent des peintures monumentales, la peinture murale, qui souffrent de la déformation de leur support. Nos partenaires, en dehors évidemment des scientifiques que j'ai cités, c'est donc l'État, avant tout, les conservateurs régionaux des monuments historiques, et nous sommes saisis véritablement par eux. Même si la demande émerge, vient des architectes, vient des restaurateurs, elle doit passer par la Direction régionale des affaires culturelles, qui s'implique dans les projets parfois de restauration et de recherche. On l'a vu avec Le Corbusier. La DRAC a été très active dans cette démarche parce qu'ils sont confrontés aux questions vraiment et aux chantiers de restauration. Donc c'est pour eux très important, pour certains projets, de participer aussi activement au montage du projet. On a cité Le Corbusier ce matin, on a un autre projet qui vient, qui est en cours, qui aurait pu être financé autrement, mais qui est finalement financé par les DRAC, qui est l'étude des vibrations dues aux avions. Sur une église en Bretagne, on a l'impression que les vitraux souffrent et que les peintures se décollent à cause des rafales qui passe au-dessus. Donc là, c'est un autre problème, vous voyez, tout à fait différent, d'acoustique et des effets de vibration sur lesquels, pour l'instant, nous ne pouvons pas intervenir. On verra si, à terme, la DRAC, justement, pourra intervenir et faire dévier, par exemple, le trajet de certains avions. Mais en tout cas, nous avons besoin d'une étude pour s'assurer qu'effectivement, la cause que nous voyons à la dégradation de ces vitraux est bien cet élément acoustique. Donc, cette diversité, et le rôle de l'État, évidemment, est très important. Les collectivités locales, les propriétaires privés peuvent aussi nous saisir, et nous travaillons avec les maîtres d'œuvre, donc les architectes, les restaurateurs, et tout un réseau à la fois national et international, européen, de travail qui comporte aussi des laboratoires privés et des centres de recherche industrielle. On a eu longtemps une association qui s'appelait le Cercle des partenaires du patrimoine, qui permettait d'associer des fonds privés et des fonds publics, et des compétences publiques plus exactement, enfin
du coup, c'était quand même des fonds, puisque c'était le travail des ingénieurs qui était important. Et nous avons eu de nombreux projets avec Eiffage, nous en avons peut-être un avec Vika. Je vais vous montrer une photo qui va peut-être redémarrer, mais avec Vika, avec Lafarge, avec Eiffage, avec Prado-Morin, avec beaucoup de cimentiers très intéressés par justement toutes les recherches qui pouvaient être menées dans ce domaine. Les missions principales du laboratoire, ce sont donc les études de cas, je l'ai dit, sur les œuvres. Nous sommes appelés quand il y a vraiment, pas sur tous les chantiers, pas sur tous les bâtiments, heureusement, parce que, encore une fois, nous avons 23 scientifiques et il y a à l'heure actuelle à peu près 400 000 bâtiments inscrits ou classés en France, 40 000, pardon, et 300 000 objets. Donc l'identification des matériaux, le diagnostic sur la détérioration et la conservation des matériaux, les environnements des œuvres et tout ce qui est conservation préventive, et le suivi de chantier qui peut être très lourd, avec des activités de relecture de DCE, de relecture de cahiers des charges, d'élaboration de cahiers des charges avec nos collègues. Donc c'est effectivement un travail très prenant. Des recherche sur les mécanismes de dégradation, sur l'efficacité des traitements de conservation, et nous évoluons au fil du temps dans ces analyses, parce que ça suit évidemment à la fois l'évolution de nos connaissances et l'évolution aussi des tolérances et de ce qui se passe dans la société. Alors, j'ai choisi finalement de vous parler un peu rapidement. J'ai combien de temps ? Voilà, les différents éléments. Donc, j'ai utilisé là, finalement, la reproduction de panneaux que nous avions présentés sur les grilles du CNAM. Des panneaux d'exposition sur le travail du laboratoire, conçus avec à la fois, vous le voyez, les œuvres d'art, la main et la présence humaine, parce qu'elle est fondamentale, évidemment, au milieu, et puis des images issues d'appareils, une échelle micro et non plus une échelle méso ou macro, de façon à montrer ces différents aspects du travail à travers donc le pôle béton, le pôle bois et le pôle Grotz-Ornay en premier lieu. Et le béton, vous voyez, vous avez une photo de sculptures en béton, hein, mais aussi de ces faux bois. Et nous avons un programme qui se lance, qui vient d'être accepté par la FSP, sur justement ces faux bois qui ont orné tant de jardins privés, publics, et qui ont servi qui sont les héritiers en fait des grottes de la Renaissance italienne, hein, de tous ces décors de grotesques, hein, et qui, malgré leur aspect qui peut être kitsch, il faut bien le dire, sont d'un grand intérêt et sont à conserver dans le paysage qui est le nôtre. Hein. On a parlé d'esthétique à propos des villes, mais cette dimension esthétique, cette dimension de ce qui fait le charme ou l'intérêt d'un jardin public avec ses ornements en faux ciment, enfin en faux bois, en ciment faux bois, est tout à fait intéressant. Et là, justement, on attend une participation de Vika. On a parlé du bois, on a de l'identification de bois, mais on évolue de plus en plus vers une analyse beaucoup plus structurelle. Et je crois que la présentation qu'a faite Sabine Carré, que je remercie d'ailleurs d'avoir fait ça, de ce projet commun à l'RMH et IDEM et puis Laboratoire Navier, était tout à fait intéressante. Bon, je passe rapidement sur les Grotz-Ornay qui touchent beaucoup de domaines, mais en particulier, par exemple, les prélèvements d'air et les prélèvements de particules, qui sont un élément de santé, un testeur de santé de ces grottes. La microbiologie, hein, qui est aussi un pôle mixte, hein, très important, parce que les infestations microbiologiques, ça touche absolument tout. Ça touche, vous le voyez, des objets, mais ça touche aussi des sites, des bâtiments. Et là aussi, nous sommes contraints à une évolution très importante de nos méthodes et de nos techniques. Parce que l'utilisation, on a parlé des ammonium quaternaires, ça n'est plus forcément quelque chose qui passe. Il y a un certain nombre de biocides, hein, qui sont désormais interdits ou mal vus, et nous devons faire évoluer nos méthodes et à la fois respecter le bâtiment et respecter évidemment l'environnement et la santé.
La peinture murale et la polychromie, je vous montrerai d'autres images après. Le métal, où il est beaucoup question de plomb, et on a beaucoup travaillé sur le plomb. La pierre, avec différentes méthodes d'analyse. Le vitrail, où là on se retrouve cette question du plomb qui est tout à fait importante. Et le textile, où on travaille beaucoup dans les musées et où on travaille, par exemple, on a travaillé sur la question de l'empoussièrement, qui, lors d'une présentation d'une tapisserie, est un élément important de la pesanteur de cette tapisserie, donc de la distorsion des fils et donc de la déformation de l'œuvre, voire de sa dégradation. Donc en fait, tous ces axes sont tout à fait liés. Alors nous avons un centre de ressources qui est très accessible aussi en ligne. Hein. Nous avons fait un énorme travail de numérisation qui n'est pas tout à fait terminé pour que justement toute cette documentation sur la conservation et la restauration du patrimoine soit mise à disposition des chercheurs, des étudiants, de tous ceux que ça peut intéresser. Donc on a accès grâce au système de base de données Synapse à quantité d'éléments issus de l'Iconothèque, du fonds Annie Blanc, qui est un fonds sur les carrières, et ce que nous appelons les dossiers géographiques, qui sont un peu les carnets de santé de nos édifices et de nos objets. Et puis nous avons des objets, donc beaucoup de documentation sur papier, mais aussi une lithothèque qui est particulièrement importante. Hein, c'est vraiment une lithothèque parmi les plus importantes de France, et une collection de coupes stratigraphiques, en particulier pour la peinture murale, qui est tout à fait intéressante et qui peut s'inscrire dans des projets comme le projet ERIS, des projets européens, des projets de mise à disposition d'éléments matériels pour d'autres chercheurs qui peuvent interroger ces éléments avec d'autres questions que les nôtres et d'autres méthodes que les nôtres. Donc c'est aussi une source d'information pour le futur très importante. Donc le patrimoine, vous l'avez compris à travers un certain nombre d'interventions, ça s'est beaucoup élargi. On est passé de la pierre au béton et du plomb à l'aluminium. On est passé aussi de la peinture classique à de la peinture industrielle, à de la peinture moderne, avec des phénomènes comme ici dans l'île Saint-Germain, à la Tour aux Figures, presque liés à des cavités, à des phénomènes de condensation, comme on peut en trouver dans les grottes. Hein. Donc, ce sont des associations aussi de compétences pour répondre à ces questions. Et puis, une action qui, rarement, s'étend à des objets qui ne sont pas protégés, mais qui, quand il y a véritablement un enjeu social, un enjeu intellectuel important, peut dépasser le cadre des objets protégés, qui sont notre domaine d'intervention et de compétences, à des choses qui ne sont pas protégées, comme ici le projet de Giulio Donzelli sur l'église de la Croix dans la Meuse, qui est un patrimoine beaucoup plus modeste. Alors, nous avons un équipement qui, pour un laboratoire comme le nôtre, et je dois dire tout à fait important. C'est plutôt de tête et de bras parfois que nous manquons pour mettre devant nos appareils. Mais nous avons un appareillage important et nous utilisons aussi beaucoup d'outils sur le terrain. Et on développe une instrumentation sur le terrain, une instrumentation non invasive, non destructive. L'imagerie Terahertz, on parlait de médecine, hein, fait partie par exemple des éléments et des techniques que nous essayons d'adapter, de développer pour l'étude. Voilà. Donc, quelques projets de recherche rapidement, hein, beaucoup de programmes sur le patrimoine en béton, une évolution vers l'analyse structurelle des bois. Sera présenté, je pense, un jour, justement, le projet un des derniers
projet que nous avons remporté avec la commu sur le rougissement des couvertures et des sculptures en plomb, qui est un phénomène où là, alors on est vraiment lié très probablement à la pollution atmosphérique et où à la fois les questions de santé et de pollution peuvent entrer en relation avec le travail sur cette compréhension de ce phénomène de rougissement des couvertures en plomb. De nouvelles solutions aussi qui sont étudiées, les huiles essentielles par exemple pour remplacer certains produits chimiques trop agressifs, les UVC, pour détruire les organismes microbiologiques et justement ne pas utiliser de méthodes chimiques. De nouvelles techniques de nettoyage des textiles, dont certaines seront sans eau, avec du laser, voilà. Donc, quelques axes de recherche qui sont en train de se développer, mais vous l'avez vu, à travers les 9 pôles, je pouvais difficilement vous présenter tous les projets de recherche de mes collègues, qui sont très nombreux. Et puis, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à visiter le site Synapse pour voir toute la richesse de l'action du laboratoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.